Bonjour à toutes et à tous mes chers utilisateurs, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo portant sur l'astronomie. On va continuer tout doucement cette mini-série qu'on a commencée il y a 1 ou 2 semaines sur cette magnifique discipline qu'est l'astronomie. Et donc aujourd'hui je vais un peu plus développer dans l'ordre chronologique des événements qui nous explique comment cette discipline a été créée et surtout dans quel but. Mais avant de commencer tout ça, j'ai une grande annonce à vous faire. Après avoir traduit le 6e livre de Radu Sinamar, Genèse oubliée, il y a 4 ou 5 mois de ça, fin septembre, début octobre, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était la date, je viens de terminer en cours de semaine la traduction de son tout dernier livre appelé Le cristal éthérique, le 3e tunnel, qui est absolument formidable et exceptionnel. Vous allez trouver des informations qui, je pense, va beaucoup vous étonner et même vous époustoufler. Parce que il va y avoir des informations et des révélations qui sont faites concernant la nature et l'origine de notre Lune qui sont vraiment spectaculaires. Mais je vous en dis pas plus. Je laisse le lien téléchargeable dans la description et tout le plaisir à vous de le lire si vous en avez le besoin, si vous le souhaitez. En tout cas, moi je vous conseille tout d'abord de relire le livre précédent, parce que ça va vous permettre de vous remettre dans le contexte du récit tel qu'il a été formulé par l'auteur, qui, comme je le rappelle, est un pseudonyme, donc ce n'est pas son vrai nom, Radu Sinamar. Apparemment, il appartiendrait au SRI, c'est le service du renseignement roumain, et qui travaillerait dans le département le plus secret de son pays, qu'il appelle le département 0. Mais bon, si vous êtes déjà un peu initié dans ces lectures, vous saurez très bien de quoi je parle. Aussi, avant de poursuivre avec l'astronomie telle qu'elle a été perçue pendant la Grèce antique, j'aimerais faire un petit retour sur quelques éléments que j'ai mentionnés dans ma première vidéo sur l'astronomie, mais qui n'étaient pas très clairs selon moi. Et pour éclaircir ces différents points, je vais en reparler aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur le système sexagésimal des différentes civilisations mésopotamiennes. Je parle notamment de la civilisation sumérienne, akkadienne, chaldéenne et babylonienne, ceux qui étaient les plus avancés dans leurs connaissances mathématiques et scientifiques, permettant de décrire du mieux possible l'univers, les saisons, leurs cycles, la manière dont était organisée et structurée notre galaxie et dans son ensemble l'univers, ainsi que les différents calendriers qu'ils ont créés à cette fin pour mieux pouvoir se repérer, notamment à des fins pratiques, pour se nourrir, donc l'agriculture, à quel moment le soleil se levait, se couchait, quelle durée les nuits prenaient en fonction des saisons, et puis aussi comment ça a été organisé et ordonné en Égypte antique, où ils ont créé le premier calendrier solaire comportant 30 jours, donc 12 mois de 30 jours, équivalent, si on les additionne chacun, à 360 jours, qui correspond à la circonférence du cercle, à laquelle ils ont ajouté 5 jours supplémentaires qu'ils ont nommés jours épagomènes, nommés d'après les 5 principales divinités du panthéon égyptien, et leur système de décades et de décans pour se repérer pendant la journée. Et donc, en quelque sorte, après qu'ils aient inventé la première horloge cosmique. Donc tout d'abord, le système sexagésimal mésopotamien aurait été découvert à travers ce nombre 60. Or, je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris à quoi je faisais allusion quand je disais qu'ils ont tout simplement regardé leurs mains et qu'ils ont vu qu'ils avaient 5 doigts et 12 phalanges concernant leurs 4 doigts ici, parce que on en soustrait les 2 phalanges de notre pouce, qui lui servait apparemment à compter chaque phalange. Et donc quand je vous ai dit 12 et 5 pour arriver à 60, vous vous êtes dit, mais en quoi les nombres 12 et 5 nous permettent d'arriver au nombre 60 ? Et apparemment, d'après les historiens et les scientifiques,
Cette civilisation sortant tout juste du néolithique et précédant la civilisation sumérienne qui officiellement est quand même la civilisation la plus ancienne qui existe de nos jours, telle que répertoriée, ils auraient multiplié les 12 phalanges de leurs 4 doigts, comptées avec leurs pouces, avec leurs 5 doigts. Et 12 fois 5, on retrouve bien 60. Alors ce qui voudrait dire qu'ils connaissaient déjà les méthodes de calcul avant même la civilisation sumérienne, alors qu'on dit que c'est la première civilisation qui existait sur Terre. Donc tout cela me mène naturellement à penser qu'il y a eu une aide extérieure qui a permis justement de mettre en place ce système sexagésimal, sachant que ce nombre est bien plus complet qu'on ne pourrait le penser, puisque justement on retrouve à l'intérieur de lui les 6 premiers nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont divisibles par 60. Donc en fait, le nombre 60 est le plus petit nombre divisible par les 6 premiers nombres entiers. Ce qui est quand même une prouesse de découvrir ce type de résultat, sans avoir une profonde connaissance des lois sous-jacentes de l'univers. Donc voilà, ça c'était le premier point que je souhaitais éclaircir. Le second point, c'est concernant donc le système des décades et des décans en Égypte antique. Je vous ai dit que chaque décan correspondait à une zone du ciel et à la première heure de la nuit, au lever héliaque des étoiles ou des groupements d'étoiles qu'on peut appeler des astérismes dans le ciel. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, quand ils apercevaient un objet lumineux dans le ciel, ils considéraient ça être leur premier point de repère. Et donc il assigna la première heure de la nuit dès lors que le soleil s'était couché. Donc quand ils commencent à apercevoir les étoiles dans le ciel, au moment du coucher du soleil, au crépuscule, on arrive à cette première heure de la nuit. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps, cette étoile-là va se décaler dans le ciel, elle va avancer, qu'elle va être plus en hauteur, on va devoir plus lever la tête pour la voir, si vous voyez ce que je veux dire. Et à ce moment-là, il y a d'autres étoiles, une ou plusieurs étoiles assez lumineuses qui vont apparaître, et à ce moment-là, les prêtres égyptiens, ils ont considéré que ça s'insérait dans ce qu'ils appelaient la deuxième heure de la nuit. Mais ce n'était pas forcément l'heure telle qu'on la conçoit nous, avec 60 minutes et 60 secondes, puisque ça a été développé en Mésopotamie, grâce au système sexagésimal, donc avec le nombre 60, mais à travers leur propre méthode de calcul. Mais franchement, ne me demandez pas comment ils faisaient, parce que je n'en sais absolument rien. Et donc en suivant ce même cheminement, la nuit suivant le lever héliaque de Sirius, qui correspond donc à la première fois qu'elle fait son apparition dans le ciel nocturne de l'année, donc le 19 juillet, qui correspond donc au premier jour de l'année dans le calendrier égyptien, la nuit suivant son lever héliaque, ils ont pu observer 12 décans différents pour une nuit de 8 heures. Donc, ce qui veut bien dire que ça ne correspond pas aux 12 heures telles que nous on les conçoit à notre époque moderne. Voilà. Ça, c'était le second point que je voulais éclaircir. Maintenant, on va pouvoir continuer avec la suite, et donc comment les Grecs en Antiquité ont conçu, ont réalisé, ont réfléchi au premier système permettant d'expliquer rationnellement l'arrangement de notre univers. Et donc là, on va rentrer dans un aspect plus cosmologique de l'astronomie, puisque la cosmologie étudie la création des choses, et notamment dans son rapport macrocosmique. Donc là, je vais faire une légère chronologie des principaux astronomes qui ont marqué cette époque et qui ont fait les principales percées majeures dans le domaine. Comment ils ont été eux-mêmes inspirés par les précédentes civilisations dont j'ai fait mention, donc les Sumériens, les Babyloniens, les Chaldéens, qui étaient vraiment les plus doués dans les calculs mathématiques et l'observation des étoiles, ainsi que de la civilisation égyptienne, pour ensuite créer leur propre modèle qui perdurera pendant 15 siècles pour ensuite être suppléé et remplacé par le système qui va être inventé pendant la Renaissance à travers Nicolas Copernic, Galilée ou Kepler. Mais bon, ça j'y viendrai lors de ma dernière vidéo sur l'astronomie. Donc, allez, on peut rentrer dans le vif du sujet. Les premiers à avoir réfléchi à un modèle organisé de l'univers ont été ceux appartenant à l'école ionienne. Donc, si vous ne savez pas, la Ionie est une partie de l'Asie
Et donc c'est pour ça qu'on appelait ça l'école ionienne, parce que c'était un ensemble de philosophes, un ensemble d'astronomes, de personnes vraiment intelligentes qui se regroupaient à cet endroit pour partager leurs connaissances de la vie et du monde. Dans cette école ionienne, il y a quand même une ou deux figures marquantes qui ont été les premiers ayant eu le mérite d'avoir tenté d'apporter une réponse concernant la manière dont notre univers fonctionne. Le premier a été Thalès, que vous connaissez sûrement à travers le théorème de Thalès, qui a lui-même déjà essayé de mesurer avec précision les dimensions de la grande pyramide d'Égypte, autrement appelée pyramide de Khéops, mais pour moi c'est pas le tombeau de Khéops, clairement. Son objectif était bien différent que simplement héberger la dépouille ou le cadavre d'un pharaon égyptien. Thalès pensait que tous les astres de notre univers étaient plats. Il ressemblait selon lui à des disques entourés d'eau. Pour lui, la Terre était placée au centre de ce modèle théorique et tous les autres astres lui tournaient autour, incrustés dans des sphères. Et c'est pour ça qu'il nous apparaissait sous forme d'étoiles dans le ciel nocturne. Ce qui est bien sûr très éloigné de la réalité telle qu'on l'imagine maintenant. Ça ferait d'ailleurs rigoler beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo. Mais, détrompez-vous, il y a énormément de gens encore à notre époque, malheureusement, qui pensent que la Terre est plate et que la NASA nous transmettrait de fausses images, que à travers différentes méthodes, ils masqueraient les éclipses de la Lune, ce qui à notre époque nous permet de déterminer que la Terre est ronde, puisqu'on ne verrait pas de croissant de Lune ou de Lune gibbeuse, oh là là, je le prononce à la française, de Lune gibbeuse ascendante ou descendante. Les phases de la Lune n'apparaîtraient pas de façon sphérique. Enfin, ça paraît totalement logique si la Terre était plate. Mais à cette époque-là, Thalès ne prenait pas en considération les éclipses et se basait principalement sur un modèle théorique calculé mathématiquement sans même avoir recours à l'observation. Mais au moins il a tenté d'apporter une explication à l'univers. À ce moment-là, on était au 7e siècle avant Jésus-Christ. Peu de temps après ça est arrivé Pythagore et son école très connue qu'il a fondée à Crotone en Italie, avec un mot bien spécifique pour désigner notre univers qu'il va appeler le cosmos. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas l'étymologie de ce mot. Il a une racine latine et une racine grecque. Dans sa signification latine, mais je pense que si la manière dont il est présenté en Grèce ressemble beaucoup à la manière dont il est interprété chez les Romains, et donc dans la langue latine. Ça veut dire l'ordre, l'arrangement. Et d'ailleurs, le mot cosmos est directement dérivé du mot osmose, osmose voulant dire union, fusion, interaction harmonieuse entre les corps célestes. Donc, pour Pythagore, à cette époque, cela ne faisait absolument aucun doute que l'univers était régi à travers un principe sous-jacent qui mettait de l'ordre dans tout ce qu'il faisait. Et donc que rien n'était aléatoire ou incertain, comme le présente par exemple à notre époque Heisenberg, dans ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui est une sorte de loi dont lequel se réfèrent beaucoup de physiciens, astrophysiciens et astronomes actuels, permettant d'expliquer selon eux les phénomènes qu'ils n'arrivent pas à comprendre dans l'espace, c'est-à-dire un désordre total. Alors qu'en réalité, il semblerait qu'il y ait vraiment un ordre divin régissant l'ensemble du mouvement et de la vitesse des astres dans l'espace. Mais ça, j'y viendrai un peu après. Donc Pythagore, après avoir inventé le mot cosmos, va avoir l'ensemble de ses enseignements compilés dans un ouvrage écrit par Philolaos de Crotone, donc issu directement de son école, et apparemment c'était son disciple, c'est ce que j'ai appris. Donc on est à la fin du 6e siècle, même en plein milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, quand Philolaos compile l'ensemble des enseignements de son maître dans un ouvrage assez conséquent qui explique la manière dont Pythagore imaginait et réfléchissait à l'organisation de notre univers. Selon lui, d'après ce qu'il a pu lire et d'après ce qu'il a pu apprendre de Pythagore,
l'univers serait centré sur une boule de feu qu'il appelle Esta, et autour de laquelle plusieurs cercles concentriques seraient agencés, imbriqués les uns dans les autres, qui seraient de plus en plus grands, plus on s'éloigne de ce feu central. Tous parfaitement circulaires, pourquoi ? Parce que Pythagore considérait le cercle comme étant la forme parfaite, et que forcément, le cosmos était un reflet de la perfection. À cette époque-là, le Soleil et la Lune étaient aussi considérés comme des planètes. On ne faisait pas la considération de la Lune comme étant un planétoïde et le Soleil une étoile. Ils étaient vraiment tous intégrés dans un ensemble bien homogène, centré sur ce feu central appelé Esta, qui a une signification, mais je ne me rappelle pas vraiment. Chacune de ces planètes est aussi accordée sur un intervalle harmonique. Cet intervalle harmonique, Philolaos l'a nommé harmonie des sphères. Bon, comme c'est une compilation des enseignements qu'il a reçus de Pythagore, et qu'on connaît la gamme pythagoricienne, c'est très probablement Pythagore qu'en est à l'origine et qui aurait trouvé ce rapport d'intervalle et d'harmonique entre l'espacement des planètes. La mesure de référence qui avait été prise, c'était la distance entre la Terre et la Lune. Pythagore considérait que cette distance équivalait à un ton. Si vous ne savez pas ce que ça représente en musique, un ton c'est l'espacement entre deux touches blanches, séparées d'une touche noire. Par exemple, si vous jouez Do-Ré, vous allez avoir un ton, puisque ces deux notes-là sont espacées d'une touche noire qui équivaut à un demi-ton. Et Philolaos va aussi déterminer l'existence de trois harmoniques principales qui sont les plus agréables à écouter, mais qu'on n'entend pas à l'oreille humaine, que serait le son que font les planètes quand elles se déplacent. On peut accorder ce nom-là à ce qu'on appelle la musica mundana. C'est Boès, un poète grec, qui donnera ce nom-là à la musique qu'émettraient les planètes au moment de leur mouvement, mais qui est inaudible à l'oreille, puisque dépassant le spectre de fréquence pouvant être entendu par l'oreille humaine. Donc dans ce système d'harmonie des sphères, on va voir le même espacement régulier d'intervalles musicaux, en partant sur cette base d'un ton entre la distance de la Lune et de la Terre, auquel il va ajouter le Soleil, et ainsi de suite. Sachant que l'organisation des planètes est différente de notre système actuel. C'est-à-dire qu'après le Soleil, on n'a pas Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, parce qu'ils considéraient que les 7 premières planètes, Uranus et Neptune étant découvertes bien plus tard au XIXe siècle par l'astrophysicien William Herschel. Mais ça, c'est un autre sujet. Et ces 7 planètes-là correspondaient aux 7 notes de la gamme naturelle, c'est-à-dire simplement en jouant les touches blanches du piano. Et était une musique créée, une magnifique mélodie créée par l'ensemble des déplacements de ces planètes, chacune accordée à une fréquence bien particulière. Suivant ce modèle-là, Philolaos va réussir à calculer qu'une année lunaire dure 154 jours et qu'une année solaire dure 165 jours. Il va être aussi le premier à imaginer que la Terre effectue une rotation sur elle-même pour expliquer le déplacement des étoiles dans le ciel suivant le déroulé des heures et des périodes de la journée. Ce qui fait qu'on n'observait jamais les mêmes choses dans notre ciel en fonction du moment où c'était regardé. Donc, Philolaos, qui a vécu au milieu du 5e siècle, va beaucoup inspirer ses contemporains, dont notamment Platon, qui lui va être vraiment le premier à créer ce qu'on appelle le géocentrisme, c'est-à-dire considérer que la Terre est au centre de l'univers et que tous les autres astres lui tournent autour. Sauf que lui pensait que la Terre était complètement immobile, donc il n'y avait pas de rotation sur elle-même, et que non plus elle ne faisait pas de révolution autour d'autres planètes. Et donc tous les événements qui pouvaient être observés dans le ciel la nuit ou pendant la journée étaient dus au déplacement des autres planètes autour d'elle. Il imagina aussi l'univers
complètement sphérique, puisque la sphère est une représentation tridimensionnelle du cercle, qui est considérée être la forme parfaite selon Pythagore. Or, Platon reprend une partie des enseignements de Pythagore dans son propre système, son propre modèle tel qu'il l'a imaginé du cosmos. Il va aussi considérer les planètes comme étant des astres errants, c'est-à-dire en perpétuel mouvement et changement, et les étoiles comme étant des astres fixes, c'est-à-dire ne se déplaçant absolument pas. Il va aussi reprendre la théorie des 4 éléments émise par Empédocle, qui explique que l'univers est régi selon 4 éléments que sont le feu, l'air, la terre et l'eau, auquel on vient ajouter un 5e élément qui est l'éther, mais qui à cette époque était très mal vu et considéré, pouvant être même banni par l'Église, ce qui fait qu'il a été pendant longtemps dissimulé et caché et simplement transmis à travers des connaissances ésotériques. Platon va reprendre les explications données dans cette théorie des 4 éléments d'Empédocle, dont d'ailleurs je vous ai expliqué les principes dans ma dernière vidéo sur l'astrologie. Il va considérer qu'autour de la Terre est créé 3 cercles espacés de certains rayons de la Terre. Alors je ne sais pas trop comment vous le reformulez pour que ce soit plus simple, mais pour faire court, il prenait comme unité de mesure le rayon de la Terre, c'est-à-dire la distance séparant son centre de sa surface, pour ensuite l'appliquer à notre système solaire. Il va ainsi déterminer que par exemple, le diamètre de notre Terre était la distance qui séparait la Terre de la Lune. Et puis il va continuer sur le même ordre de grandeur pour ensuite expliquer l'espacement des autres planètes entre elles. Chacune étant disposée toutes de manière circulaire. Puis après ça est arrivé Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui va remettre en question certains principes déjà transmis dans le modèle de Platon, mais qui n'expliquaient pas tout, notamment la vitesse et le mouvement des astres dans le ciel, ainsi que leur changement de luminosité. Ainsi, Aristote a pensé à un système de 55 sphères, toutes théoriques, qui tourneraient autour de chacun des astres, expliquant la variation de luminosité, de vitesse, et aussi permettant d'apporter une réponse au mouvement rétrograde des planètes. Qu'est-ce que c'est exactement la rétrogradation d'une planète? C'est quand on a l'impression qu'elle change de trajectoire dans le ciel pendant une courte période de l'année. En réalité, tel que ça l'a été résolu dans l'astronomie moderne, la rétrogradation s'explique par le fait qu'une planète ayant une révolution plus rapide va donner l'impression à une planète qui a une révolution plus lente qu'elle recule, parce qu'en fait elle lui passe devant rapidement. Et c'est cet effet d'optique, cette illusion visuelle, qui nous donne l'impression que la planète rétrograde. Et c'est pour ça aussi que c'est court, parce qu'une fois que la planète plus rapide a dépassé la planète ayant une révolution plus lente, et ben celle-ci reprend le cours de son cheminement et suit la même trajectoire qu'elle avait au départ. En réalité, elle n'a jamais changé de trajectoire. Comme je vous dis, c'est une illusion d'optique. En tout cas, à travers ce système, Aristote permettait de mieux expliquer les incohérences qui persistaient depuis que le modèle de Platon avait été transmis. À la même époque, Héraclite Dupont a été le premier à réfléchir à un modèle de l'espace et de l'univers dans lequel la Terre n'était pas le centre du mouvement de toutes les planètes. Donc c'était un système héliocentrique partiel ou géo-héliocentrique, sachant que géo équivaut à la Terre, donc géocentrique, le centre et la Terre, héliocentrique est dérivé donc de Hélios, qui est le dieu du soleil. Donc un système héliocentrique, c'est celui qui perçoit l'univers comme le soleil étant au centre. Donc dans son système géo-héliocentrique, Héraclide était persuadé que la Terre n'avait pas Mercure et Vénus lui tournant autour, mais qu'elle tournait autour du Soleil, celui-ci tournant toujours autour de la Terre. Pour le reformuler autrement, dans son système, il a été le premier à réfléchir à ce que des astres tournent autour du Soleil plutôt que ce soit autour de la Terre. Il a aussi été le premier à avoir enseigné
que la Terre effectue une rotation sur elle-même pour expliquer les différentes périodes de la journée. Ensuite, après lui, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, est arrivé Aristarque de Samos, qui a été le premier à avoir établi un système expliquant que toutes les planètes tournaient autour du Soleil et non de la Terre. Malheureusement, ça a été rejeté à son époque et il a été tombé dans les oubliettes. C'est seulement 15 siècles plus tard que Copernic redécouvrira son travail à travers des archives et une vaste étendue de documents restants qu'il a pu récupérer. Que donc son système était le plus correct, le plus véridique qui soit. Alors comment il en est arrivé à la conclusion, Aristarque, à son époque, que tous les astres tournaient autour du Soleil et non de la Terre? Puisque c'est vrai que, en tant qu'astronome de cette époque, quand on observe les événements qui se passent dans l'espace, on a l'impression que nous on ne bouge pas, mais que tout ce qui se passe au-dessus se déplace. Mais c'est une parfaite illusion d'optique. Il va observer pendant longtemps les éclipses lunaires et solaires, et en regardant les différentes phases de la Lune, il va observer donc la sphéricité déjà de la Terre, la rotondité de la Terre, mais aussi le fait que le Soleil était bien plus gros que ce que la majorité des astronomes le pensaient à cette époque. Il va établir aussi la masse de la Lune, ainsi que les distances séparant le Soleil de la Lune et le Soleil de la Terre. Et c'est à travers ces différentes mesures qu'il va en conclure qu'en réalité, toutes les planètes tournent autour du Soleil et non de la Terre, puisque c'est complètement illogique de réfléchir à un système qui placerait au centre de l'univers un astre plus petit qu'un autre, et qu'un astre bien plus massif et plus grand tournerait autour d'un plus petit. Donc on va dire qu'il s'est basé sur une certaine logique et un côté pratique pour expliquer rationnellement son système. Ensuite, après lui, arrive probablement l'un des meilleurs astronomes d'observation de son époque. On le nomme Hipparque de Nicée. Il va être le premier à faire des calculs précis des cycles d'éclipses de la Lune et du Soleil. Il va aussi réussir à déterminer le diamètre exact de notre planète, ainsi que la durée du cycle des saisons, la durée de révolution de la Terre de 365 jours et demi. Sauf que le seul défaut de sa théorie, c'est qu'il pensait toujours que la Terre était au centre du monde. Donc il est resté dans le système géocentrique. Mais c'est lui qui a effectué les plus grandes percées dans le domaine astronomique de son époque. C'est lui qui va innover le plus. Il va aussi appliquer le système de théorie des épicycles qui va faire un peu suite au système d'Aristote pour essayer d'expliquer les variations de mouvement et de vitesse des astres dans le ciel qui donnaient l'impression comme s'ils s'éloignaient ou qu'ils partaient dans une direction complètement différente, ainsi que les différences de luminosité et d'éclat des astres, par le fait que chaque planète serait centrée sur une masse qui elle-même tournerait autour d'un immense cercle. L'épicycle, c'est un tout petit cercle, et le centre de ce cercle est situé sur la circonférence d'un plus grand cercle, qu'il appelle le déférent, et au centre duquel on retrouverait la Terre. C'est très élaboré et peut-être un peu trop abstrait pour vous, donc je vous conseille d'aller consulter les articles sur internet pour essayer de vous faire une meilleure idée de ce que je vous dis, parce que c'est quand même assez complexe. Même moi j'ai mis beaucoup de temps à intégrer la notion d'épicycle et de déférent, puisque en réalité le modèle est faux, mais il s'appliquait parfaitement bien pour expliquer le mouvement des astres dans le ciel, ce qui permettait de répondre à certaines incohérences. Bon, ce sera bien plus tard, malheureusement, que les principaux astronomes de la Renaissance découvriront que ce modèle était complètement faux, puisque c'était le Soleil au centre et non la Terre. Hipparque va être aussi connu pour avoir été la première personne à découvrir le phénomène de précession des équinoxes. Alors la précession des équinoxes, c'est quoi ? Voilà, c'est assez difficile à expliquer aussi.
suivez-moi bien ou arrêtez-vous plusieurs fois pendant mes explications parce que ça va être long. La Terre se déplace sur une bande qu'on appelle l'écliptique. Cette bande céleste parcourt les 12 constellations du zodiaque, à laquelle on pourrait même en rajouter une 13e, pour ensuite revenir à son point de départ. L'équateur terrestre est incliné par rapport à cette écliptique. La différence entre l'écliptique et l'équateur est ce qu'on appelle l'obliquité de la Terre. Cette obliquité est ce qu'on appelle les méridiens et les différents tropiques du Cancer et du Capricorne, puisque justement associés aux deux constellations du zodiaque que sont le Cancer et le Capricorne, l'une étant opposée à l'autre. Donc on va dire c'est les deux extrêmes de l'obliquité, de l'inclinaison de l'équateur par rapport à l'écliptique. Voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, si on reste focalisé sur le système zodiacal, donc à l'écliptique, le point vernal correspondrait au point de départ de notre précession des équinoxes. En fait, la Terre inclinerait légèrement son axe de rotation, ce qui fait que environ, ça a été prédit par la suite, c'est pas Hipparque à cette époque, lui il pensait que ça se modifiait à peu près d'1 degré tous les siècles, mais le point vernal aurait été admis comme étant le premier degré de la constellation du Bélier, et donc à l'équinoxe du printemps. Sauf qu'apparemment, tous les 72 ans, ce point vernal se décalerait d'1 degré jusqu'à parcourir l'ensemble du zodiaque en 25 920 ans, ce qui est pratiquement 26 000 ans. Tous les 2160 ans, on changerait d'ère astrologique. Les ères astrologiques correspondent donc au phénomène de précession des équinoxes. Il y a donc une correspondance qui est effectuée entre l'astrologie et l'astronomie. Ce point vernal ne va pas se déplacer en avançant comme on le réfléchirait en observant notre thème astral ou une carte du ciel vers le bas, mais se déplacerait plutôt vers le haut, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui fait qu'en partant de 0 degré du Bélier, il va reculer à 29 degrés du Poisson, 28 degrés, 27, 26, 25 et ainsi de suite. Et pour parcourir l'ensemble du signe du Poisson, ça lui prend 2160 ans. Et c'est pour ça que beaucoup de théories alternatives, New Age, où beaucoup de médiums et de voyants prédisent qu'on va bientôt transiter dans une nouvelle période de l'humanité qu'on appelle l'ère du Verseau, puisqu'on arriverait à la fin de l'ère du Poisson, donc de ces 2160 ans, correspondant donc au déplacement de l'axe d'inclinaison de la Terre d'1 degré tous les 72 ans. Si on fait 72 fois 30, ce qui correspond aux 30 degrés de chaque signe astrologique, on arrive donc à 2160 ans. Et 2160 ans fois 12 nous permet d'atteindre le nombre 15 920. Donc 15 920 ans pour parcourir l'ensemble du zodiaque. J'espère que vous me suivez bien. Donc voilà, Hipparque a été le premier à calculer ce phénomène-là, et son modèle ne sera pas remis en question et servira d'inspiration pour beaucoup d'astronomes plus tard. Le tout dernier astronome que je peux mentionner, c'est Claude Ptolémée, qui, dans une compilation de notes écrites d'Hipparque, dont notamment un système comportant 48 constellations d'étoiles, il va reprendre les travaux de ce dernier, et en quelque sorte, il va aussi se faire connaître à travers ça, alors qu'en réalité, c'est pas lui qui a découvert tous ces phénomènes, mais Hipparque. Voilà, je pense que j'ai été assez complet dans mes explications. En tout cas, la semaine prochaine, je reviendrai pour la dernière partie de mes vidéos sur l'astronomie, qui sera beaucoup plus centrée et focalisée sur son aspect contemporain, donc comment il a été redécouvert pendant la Renaissance,
et comment il a été amélioré par ces astronomes, notamment grâce à l'invention de nouvelles technologies comme la lunette astronomique ou le télescope, qui leur permettaient d'avoir une observation directe des principes émis théoriquement par leurs prédécesseurs grecs. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis ciao.